Ah voilà, on est Bonjour. connecté. Youpi. Salut. Bonjour Aurore. Bonjour, merci d'être là Marjorie, ça va? Ça va super, merci. Alors je disais en introduction que aujourd'hui c'était vraiment un live hyper intéressant pour nous tous parce que moi je rencontre souvent des questions juridiques de la part de mes clients, des questions bien évidemment auxquelles je ne suis pas en mesure de répondre n'étant pas une experte. Et donc, c'est pour ça que c'est génial aujourd'hui de pouvoir bénéficier de cette expertise qui est la tienne. Donc, Marjorie, tu es avocate et tu as une spécialité. Est-ce que tu peux te présenter pour les entrepreneurs passionnés qui ne te connaissent Ouais, pas? avec plaisir Aurore, merci. Alors, j'ai été avocate pendant une dizaine d'années et jusqu'à connaître ce que j'ai appelé une crise de sens professionnelle. Parce que moi, mon truc, c'était pas de défendre la veuve or l'orphelin. Mon truc, c'était de pouvoir travailler avec tous les créateurs, les créatifs au sens très large, c'est-à-dire tous les indépendants qui ont un message, une passion, quelque chose à faire passer, à partager avec le monde. Donc ça peut être au niveau de leur création, mais ça peut être aussi au niveau de leur pure activité. Et la réalité de la profession d'avocat ne me permettait pas de travailler avec ces gens-là parce qu'on a des obligations, des charges qui font qu'on est obligé de facturer un minimum et que ce minimum n'est pas forcément accessible à tous. Donc voilà, un jour le dossier de trop est arrivé sur mon bureau, j'ai pris un aller simple pour l'Inde où je suis allée passer Ah, plusieurs mois à méditer dans l'Himalaya, à me perfectionner en yoga parce que je le pratiquais déjà depuis longtemps et c'est ce qui m'a aidé au fil du temps à trouver un peu ma voie et à supporter la pression à la fois externe et interne qu'entraînait ma profession. Et puis, pendant ce voyage en Inde, j'ai assisté à des enseignements du Dalai Lama. Ça a été des instants très forts. Et puis, à un moment, j'ai entendu cette phrase. La planète n'a pas besoin de gens qui réussissent. La planète a désespérément besoin de plus de faiseurs de paix, de conteurs d'histoires, de guérisseurs et de passionnés en toutes sortes. Et cette phrase, elle a vibré tellement fort en moi que je me suis dit, bon, bah, ok, c'est ça que je veux faire. Je veux mettre mes compétences juridiques au service de ces passionnés en toutes sortes. Et c'est en cette qualité que j'arrive devant vous aujourd'hui avec une nouvelle façon d'aborder le droit, mais qui permet de redonner de l'autonomie aussi aux indépendants. Et l'idée pour moi, c'est vraiment de ne plus vous donner un poisson pour que vous puissiez manger un jour, mais de vous apprendre à pêcher pour que vous puissiez manger toujours. hmm. Génial, super. Merci pour cette présentation qui est pleine de sens et je suis sûre que ça va parler à beaucoup de monde qui nous regarde aujourd'hui. J'espère. Alors, comme on a beaucoup de questions, parce que c'est un vaste sujet, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, moi, une question qui revient assez souvent auprès de mes clients, c'est la question des informations légales qui doivent être présentes sur un site internet d'un business en ligne. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont les must-have, les obligations qu'on a, qu'est-ce qu'on doit faire figurer sur un site de Alors, business en ligne? avec plaisir. Déjà, il faut bien comprendre que le droit, ce ne sont pas que des obligations. Il y a des choses, ce sont des autorisations et en général, c'est pour nous permettre d'améliorer notre protection ou d'optimiser l'exploitation de nos connaissances ou de notre business. Donc, il ne faut pas voir la matière juridique, les choses légales, vraiment que comme des contraintes et des trucs qui sont pénibles à mettre en place, parce que vraiment, ça a plusieurs buts. Ça a évidemment un but de protection du public, mais ça a aussi un but de protection de l'entrepreneur. Donc, c'est important de prendre ces choses-là à cœur. Alors, quand on a un site internet, à partir du moment où on a une vitrine en ligne, qu'on soit entrepreneur ou qu'on soit pas entrepreneur, il y a un certain nombre de choses qui doivent figurer sur un site internet. Ce sont les fameuses mentions légales. Et dans ces mentions légales, on doit préciser qui est l'éditeur du site, qui est le directeur de la publication, parce que ça permet de savoir qui est responsable des propos qui sont tenus sur le site. On doit aussi savoir qui est l'hébergeur, parce que si jamais il y a des choses qui sont vraiment illégales sur ce site internet, on doit pouvoir le faire fermer le plus vite possible.
Donc ça, quand c'est vous qui mettez ça en place pour votre site internet, vous vous dites, attends, moi je veux pas que tout le monde sache comment faire sauter mon site, mais c'est des obligations légales et il faut bien vous rendre compte qu'elles sont là aussi pour vous protéger en tant que consommateur, parce que si jamais il y a un site internet qui disait des choses vraiment, vraiment pas sympas sur vous, la faculté de pouvoir le fermer quasi instantanément, ce serait quand même une belle possibilité. Donc évidemment, comme vous n'allez pas tenir de propos qui engagent votre responsabilité ou qui vont faire en sorte que le site sera fermé, vous n'avez aucun risque à mettre ces fameuses mentions légales qui sont obligatoires. Il y a ces mentions légales, il y a depuis le RGPD, et puis je crois que tu as une question un peu plus précise à ce sujet, donc on en reparlera à ce moment-là, mais vous savez que depuis le 20, ou vous ne savez peut-être pas, et si vous ne le savez pas, c'est le moment de vous pencher sur la question. Depuis le 25 mai 2018, les choses ont un petit peu changé sur la manière dont on traite les données personnelles des gens qui viennent visiter notre site internet. On en reparlera tout à l'heure, mais ça c'est la politique de confidentialité, elle doit faire partie de vos mentions légales aussi. Et puis, si tu vends sur Internet, eh bien, surtout si tu vends à des particuliers, des consommateurs, tu as l'obligation d'avoir des conditions générales de vente. Et ça, c'est en fait le contrat que tu signes à chaque fois que quelqu'un va passer commande sur ton site Internet. C'est le document qui va juridiquement t'engager et que tu vas signer avec chacun de tes clients. Donc, c'est quand même super important que, d'une part, tu saches ce qu'il y a dedans, que tu sois satisfait de ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire que ça corresponde vraiment à tes pratiques et à ce que tu as envie commercialement de mettre en place. Et puis, t'assurer qu'évidemment, il n'y a rien d'illégal dans les conditions générales de vente que toi, tu as mises en ligne. Voilà pour les informations légales. Ça fait pas mal de choses à mettre en place. On peut avoir en tête que c'est compliqué, mais en fait, quand on est assez bien accompagné, quand c'est encadré et expliqué simplement, ça va hyper vite. Ça c'est en moins d'une heure, on met ça en place. CGV, mention légale, ça peut être hyper rapide. Ok, super. Si tant est que les conditions générales de vente ont été rédigées convenablement au préalable, bien sûr. Ah, j'inclus dans le temps de mise en place la rédaction des conditions générales de vente. D'accord, Quand, d'accord. quand on est vraiment, je te dis, moi j'ai fait en sorte, et je t'expliquerai un peu plus comment je travaille en détail tout à l'heure si on a le temps, mais ça peut prendre une heure si on est déjà un peu au clair avec ce qu'on veut mettre en place en termes de business, hein, évidemment. Ça, c'est Génial. pas. Mm. Ah ouais, ça facilite vraiment, vraiment les choses. Et alors, toujours au sujet du site internet, et là, on commence à se rapprocher un peu de la question de la marque et du nom de marque. Souvent, une question qui revient, qu'on me demande, c'est est-ce que mon nom de domaine, d'accord? Est-ce que le nom de domaine peut être celui d'une marque existante ou est-ce que ce sont deux choses séparées? Alors, ce sont deux choses séparées, mais tu vas pouvoir l'enregistrer parce qu'il y a une règle en matière de nom de domaine qui est une règle très différente en matière de marque. En matière de nom de domaine, c'est premier arrivé, premier servi. Mm. Donc, si tu veux décider, ça m'étonnerait que ça soit pas fait, mais de déposer, d'enregistrer Nike.fr, par exemple, si c'est pas déjà existant à l'identique, il n'y a pas de problème, tu pourras le faire. En revanche, il y a de grandes chances pour que Nike soit titulaire d'une marque. Une marque, c'est un titre de propriété industrielle qui va permettre d'interdire à toute personne de faire une utilisation dans la vie des affaires de ce même terme pour des produits ou des services qui sont similaires. Donc, si tu fais une boutique en ligne de chaussures qui s'appelle Nike.fr, il y a de grandes chances pour que Nike arrive avec sa marque. Évidemment, hein, vous, vous doutez bien que Nike.fr s'est déposé, mais voilà, pour l'exemple, C'est un exemple, Nike, ouais. oui, Nike va arriver avec sa marque en disant, ben, moi j'ai un titre de propriété industrielle, je veux que vous fermiez immédiatement ce site. Donc il va y avoir une procédure, ça peut être un peu long, mais au final, il y a de grandes chances pour que Nike obtienne gain de cause parce que lui, il a une marque et qu'une marque, c'est un titre de propriété industrielle qui est donné après un processus d'examen. C'est un titre officiel qui est donné par l'État français ou par d'autres organismes en fonction du lieu où on dépose, mais qui va permettre de faire fermer un site dont le nom de domaine porterait atteinte à la marque. C'est pour ça que choisir son nom de domaine comme ça, c'est bien, mais s'assurer avant qu'il ne porte pas atteinte à une marque, c'est super important aussi parce que sinon, tu vas être obligé de fermer ton site par la suite. Et ça, moi, je l'ai vu arriver
des dizaines, je pense que j'exagère pas, ouais, des dizaines de fois dans mon cabinet de jeunes entrepreneurs qui arrivent en me disant bah, j'ai lancé mon produit il y a 3 mois, c'est super, on commence à cartonner en termes de communication et tout, mais je viens de recevoir une mise en demeure de cesser immédiatement toute utilisation de ma marque. Je suis un petit peu embêtée parce que là, moi, pour moi, c'est pas une option de changer de nom en fait. Je viens de faire un lancement et on a beau tourner le problème dans tous les sens, ben, la personne qui fait ses revendications est dans son bon droit. Donc après, il faut négocier ou il faut changer de nom. Et alors là, tu imagines le marketing qu'il faut faire pour expliquer que tu viens de changer de nom sur un produit naissant. Le marketing et aussi techniquement en matière de redirection des URL du site. Voilà, ça, c'est, faut aussi se dire qu'il y a au niveau technique, au niveau référencement, parce que du coup, si vous avez acquis un certain référencement sur ce nom de domaine, ben, en changeant le nom de votre site, vous changez d'URL et donc il y a des démarches à faire auprès de Google pour ne pas perdre votre référencement. Mais c'est vrai que souvent ce que je dis à mes clients, je te rejoins là-dessus, Marjorie, énormément, c'est que avant de lancer une communication, être sûr du nom et de son utilisation, c'est hyper important parce qu'après on base toute la communication et tous les outils sur un nom qu'il va falloir changer au cours de route parce que bah voilà, c'est très fréquent hein, effectivement ce que tu décris. Et là, en termes de temps, en termes d'argent, en termes de technique, c'est un casse-tête. C'est un casse-tête. Donc, évitez-vous ça. Franchement, évitez-vous ça. C'est important. C'est hyper important. Moi, c'est un peu mon leitmotiv juridique, pas de panique. C'est-à-dire, moi, je suis vraiment là pour vous aider à comprendre les aspects juridiques, te simplifier la vie pour que tu puisses mettre les choses en place, mais pas de panique tant que tu prends les devants. C'est-à-dire que à partir du moment où on te tombe dessus avec des revendications comme celles que je viens de t'expliquer, bah ouais, là, tu peux commencer à paniquer un peu parce que ça va pas être simple de s'en sortir. Mais Exact. bon, ça aurait été prévenu. Tu sais qu'il y a des choses à mettre en place avant et que si tu le fais pas, bah là, tu prends un risque. Et ça, c'est aussi un truc important à comprendre en matière de droit, c'est il y a des lois, il y a des obligations, puis il y a ce qui se passe dans la pratique, ce que font les gens qui sont pas forcément conformes à la loi. Et après, c'est à toi, entrepreneur indépendant, en ton âme et conscience et en ayant connaissance de ces risques, de faire la balance et d'évaluer les risques en disant, bon, bah, ok, j'accepte de prendre ces risques ou non, c'est trop risqué, ça peut me coûter trop cher ou les condamnations sont trop fréquentes. Et dans ce cas-là, eh ben, il faut que je me mette carré, quoi. Exactement. On a une question de Marine, justement, qui est en rapport avec ce sujet. Donc, sa question, c'est, du coup, est-il préférable de déposer son nom de domaine également en marque après avoir vérifié qu'il n'existe pas déjà pour être sûr de ne pas avoir à le fermer plus tard? Dans la logique des choses, la première étape, ce serait surtout de d'abord déposer ton nom de marque, de t'assurer qu'il est disponible, que tu vas pouvoir l'utiliser, et ensuite de prendre le nom de domaine qui va bien avec la marque. Ouais. Et alors, justement, comment on fait pour protéger sa marque et ses créations en général? Alors, protéger sa marque et ses créations en général, ça fait appel à deux concepts juridiques distincts. Il y a le concept de marque dont on vient de parler un peu en détail, qui sert à protéger le nom de soit le nom de ton entreprise, soit le nom, en tout cas le nom sous lequel tu présentes tes créations, tes produits, tes services au public. Et ça peut aussi être le nom de chacun de tes produits. Il y a des marques qui ont des noms de produits hyper originaux et qui sont aussi déposés comme marque. Donc tu peux avoir toi-même plusieurs marques. Pour la déposer, bah, il faut que tu choisisses déjà dans quel territoire tu veux protéger ta marque et en fonction, tu vas voir l'Office national qui s'occupe des dépôts. En France, c'est l'INPI. Avant d'aller voir à l'INPI, il faut effectuer ce qu'on appelle une recherche d'antériorité, donc vérifier que ta marque n'est pas disponible. Ça peut se faire assez simplement quand on comprend comment ça marche. Et puis surtout, c'est payant. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi au moment de son dépôt de marque parce que ça coûte seulement 200 euros pour avoir une protection pendant 10 ans. Donc quand tu fais le ratio, c'est quand même vraiment pas cher. Mais c'est pas cher si tu te trompes pas et que tu n'es pas obligé de redéposer ta marque plusieurs fois parce que tu t'es trompé dans le libellé ou la marque que tu avais choisie, bah, en fait, ça peut pas vraiment être une marque parce elle répond pas aux critères, etc. Donc déposer sa marque, ça se fait auprès d'un organisme officiel
avec, si possible, une idée de ce que tu es en train de faire, parce que si tu n'en as aucune idée, ce qui n'était pas cher au départ devient un véritable calvaire. Mm. Donc ça, c'est pour protéger sa marque. Et puis dans ta question, il y avait autre chose, c'est comment est-ce que je fais pour protéger mes créations? Protéger ses créations, ça c'est encore autre chose, c'est le droit d'auteur. Le droit d'auteur, il protège les créations, quel que soit leur genre. Donc, ça va être que tu sois un auteur au sens où tu l'entends peut-être un écrivain, mais aussi que tu sois musicien, que tu sois designer, graphiste, donc tu fais des créations graphiques, que tu sois si vidéaste. Voilà, toutes les créations artistiques, elles sont protégées par le droit d'auteur. Il n'y a qu'un seul critère, c'est celui de l'originalité. Et après, il suffit de comprendre comment marche le droit d'auteur pour comprendre que c'est très simple. Il n'y a pas grand-chose à faire pour protéger tes créations. Elles sont protégées de fait, mais il faut que toi, tu sois en mesure de prouver quand est-ce que tu as créé des choses et puis que tu mettes en place suffisamment d'éléments sur ton site internet pour montrer que tu connais bien tes droits et donc que si jamais il y a un problème, clairement, tu vas agir. Ça fait partie des choses qui sont importantes. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure dans les mentions légales. Il y a des choses qui sont obligatoires. Et puis, il y a des choses qui sont pas du tout obligatoires de mettre, mais qui vont donner une image complètement différente de ton site Internet et de ton entreprise. Quand tu commences à parler sur ton site Internet de propriété intellectuelle, de reproduction interdite, etc., avec les mots justes, tu commences à te positionner en véritable créateur qui est là pour défendre ses droits. Et donc, à partir de ce moment-là, les gens vont avoir aussi une idée différente de ce que tu fais et ils auront peut-être un peu moins tendance à aller servir sur ton site comme si c'était le supermarché libre-service, quoi. Ouais, 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 complètement. Et du coup, tu réponds à la question de Daisy en même temps, parce qu'elle nous demandait comment est-ce qu'on peut vérifier, donc en parlant d'une marque qui n'existe pas déjà. Donc, comme tu nous disais tout à l'heure, c'est auprès de l'INPI Alors, ça qu'on se peut fait auprès de vérifier. l'INPI, mais pas que, parce que je ne veux pas rentrer dans le détail trop aujourd'hui, parce qu'on a plein de sujets différents à aborder. Mais une marque, il ne faut pas qu'elle porte atteinte à une marque déjà existante, mais il ne faut pas qu'elle porte non plus atteinte à une dénomination sociale, à des droits d'auteur, etc. Donc, en fait, il y a plusieurs endroits où il faut aller chercher. Mais déjà, si tu fais une recherche Google, tu as quand même une bonne idée de ce qui existe ou pas. Si tu vois déjà avec une recherche Google qu'il y a des choses qui sont similaires à ce que tu veux faire, voilà, faut savoir comment on fait une recherche d'antériorité. Je peux pas juste te dire, va sur le site de LinkedIn, tape ta marque. S'il n'y a pas de résultat, tu as gagné. Ce serait beaucoup trop simpliste et ce serait te mentir parce que c'est rapide à faire, c'est facile à faire, mais il faut avoir les étapes les unes après les autres et savoir comment on le fait. Et ça, c'est des choses que moi, j'aborde dans le cadre de l'accompagnement juridique. Ok. Et alors, du coup, quelles sont les erreurs fréquentes des web entrepreneurs que tu rencontres et comment est-ce qu'on les évite? Les erreurs fréquentes des web entrepreneurs. Alors, la première que je vois et celle qui est finalement la plus fréquente, c'est de se dire, attends, on va pas réinventer la roue à chaque fois. Moi, j'ai un business en ligne. Ma copine ou ma concurrente, elle a exactement le même business en ligne que moi. Il s'appelle juste pas pareil. Donc, je vais faire comme elle. En fait, je vais copier-coller tout ce qu'elle a fait. Je vais copier-coller ses mentions légales, ses conditions générales de vente. Elle a choisi un statut juridique. Je vais faire le même. On a la même activité, forcément. Ça doit être le plus adapté. En plus, elle s'est fait conseiller par un avocat, alors elle doit bien savoir ce qu'elle fait. Ça, c'est l'erreur que je vois le plus souvent parce que il n'y a pas de situation type, donc il n'y a pas de réponse type. Un statut juridique, il se choisit non seulement en fonction de ton activité et de son modèle économique, mais aussi en fonction de ta situation personnelle. Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu n'es pas marié? Ça va pas avoir les mêmes incidences en termes de protection sociale, en termes de charges fiscales. Est-ce que tu as un patrimoine immobilier que tu veux protéger? Ou est-ce que de toute façon, si jamais ton business te plante, il n'y a rien à venir saisir et dans ce cas-là, c'est pas le même statut non plus. Donc ta voisine, ta copine, elle n'a pas forcément les mêmes besoins et du coup la réponse n'est pas forcément la même. Elle a peut-être investi pour faire des conditions générales de vente. Dans ce cas-là, elle a payé un avocat pour le faire. Si tu fais du copier-coller, ça c'est déjà arrivé. Il y a eu des condamnations pour ça. C'est de la concurrence déloyale. Peut-être qu'elle n'a pas été voir un avocat, qu'elle a fait un peu son truc en bidouillant un contrat, en prenant un peu là, à partir d'un modèle gratuit. Tac, elle a fait ses conditions générales de vente. Elle n'a pas vraiment idée de ce qu'il y a dedans.
mais elle est très fière de les avoir mis en ligne. Et hop, toi, tu vas faire copier-coller. Tu sais pas non plus ce qu'il y a dedans, tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas si c'est à jour, tu sais pas si c'est complet, et tu sais même pas s'il n'y a pas des choses qui sont complètement illicites dans tes conditions générales de Ouais, vente. des clauses abusives, des Des clauses choses. abusives, exactement. Mm. Exactement. Donc, ça, c'est vraiment l'erreur que je vois le plus souvent. Et du coup, quand je dis ça, ça provoque deux réactions. Les gens me disent, ouais, mais alors quoi, tu nous conseilles d'aller voir un avocat? J'ai pas les moyens. Bah oui, je sais que tu n'as pas les moyens d'un avocat. Par contre, comme tout entrepreneur indépendant, tu as du temps et tu as de l'énergie à investir dans ton business. Tu t'es probablement penché sur, si c'est pas ton métier à l'origine, tu t'es probablement penché sur les questions du marketing aussi. Ça, tu passes du temps à essayer d'apprendre des choses en marketing, à comprendre comment ça marche, etc. Rappelle-toi quand tu as commencé la première fois que tu allais voir un blog de marketing, à quoi ça ressemblait pour toi, tout ce vocabulaire, comme c'était nouveau et complètement, c'était du charabia, ils se la racontent avec leurs mots, etc. Bah c'est pareil en fait dans plein de matières et c'est la même chose en matière juridique. Tout ce qui te paraît du charabia hyper compliqué, en fait c'est juste quelque chose qui est un peu technique et bah, il faut juste se pencher un peu sur le sujet pour rapidement te familiariser avec les mots qui sont indispensables à connaître et puis après bah, faire les choses par toi-même en sachant que tu peux faire confiance à cette personne et à celle-là, pas à la terre entière, quoi. Parce qu'avec Internet, il y a tellement d'infos que bah, je sais qu'aujourd'hui, ton juriste, en fait, ton juriste interne, c'est Google. Et bah, c'est peut-être pas le meilleur des juristes du monde parce que ces sources d'informations, elles sont quand même vraiment diverses et variées. Et je sais d'expérience que plus tu vas chercher, plus tu vas être perdu et moins tu auras envie de t'y mettre. Ouais, Donc, exactement. voilà, erreur fréquente du débutant, prendre Google pour son juriste et copier-coller sur son voisin, c'est vraiment les deux plus fréquentes. Et puis la troisième, c'est de se dire, les problèmes n'arrivent qu'aux autres, tu vois, ça arrive pas tant que ça, des condamnations, ouais, je sais, alors agiter le drapeau de la peur, bon, quand même, tu exagères un peu. Les problèmes, c'est pas si grave que ça, puis on trouvera toujours une solution le jour où ça arrive. Moi, je peux t'assurer que si tu anticipes, les problèmes, ils arriveront beaucoup moins. Et surtout, le jour où ils arrivent, tu sais exactement quoi faire, comment réagir. Et là, c'est vraiment juridique, pas de panique, tu sais quoi faire. Ouais, être zen, du coup. Et oui, et voilà, tu es serein face à tous ces aspects-là, quoi. Tu sais où à qui t'adresser, ou en tout cas, quels sont les premiers trucs à mettre en place tout de suite pour apaiser un peu la situation. Et alors, du coup, comment est-ce qu'on fait pour vendre sur Internet en toute sécurité, en étant sûr de ne pas avoir de soucis avec la justice? Alors, pour moi, il y a 5 étapes. Ça part déjà du principe que l'activité que tu as mise en ligne, ton site internet, tu y as mis énormément de temps, tu y as mis beaucoup d'énergie, tu y as mis ta personnalité, tes créations peut-être même un bout de ton âme. C'est vraiment l'œuvre que tu as créée et mise au monde pour t'épanouir professionnellement. À partir de là, cette œuvre, elle est protégée et protégeable par le droit d'auteur. Donc déjà, commencer par te poser les questions en termes de droit d'auteur. Qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce que je peux faire? Si j'ai fait travailler quelqu'un avec moi, comment est-ce qu'on règle la question des droits d'auteur? Ça, c'est la première étape. Ensuite, autour de ton œuvre, il faut que tu mettes un cadre. Le cadre, c'est ton statut juridique, que tu choisisses le statut juridique qui est le mieux adapté à ta situation. Sur ton œuvre, il faut aussi que tu apposes ta signature pour qu'on sache d'où elle vient. Ça, c'est la question de ta marque. Il faut te pencher sur cette question avant de commencer à exploiter. Ça, on l'a vu. Et si c'est trop tard parce que tu as déjà commencé à exploiter, il faut que tu vérifies aujourd'hui que tout est OK. Parce que le jour où ça Mhm. tombe dessus, ça sera trop tard. La quatrième étape, c'est de me mettre une petite note explicative à côté de ton œuvre, tu sais, comme au musée, où tu as la petite explication qui te décrit un peu comment marche ce tableau, comment le lire. Ça, c'est tes conditions générales de vente et tes contrats pour qu'on sache exactement comment on interagit avec toi, comment on peut acheter cette œuvre, comment on peut la rendre si jamais elle ne nous plaît pas, etc. Les Mm. conditions générales de vente. Et puis enfin, bah parce que le but c'est de vendre sur Internet, donc il faut bien que tu te mettes sous les spots et que tu laisses les gens regarder ton œuvre. Et ça, c'est tout ce qui concerne le RGPD et les mentions légales. Savoir comment tu peux ouvrir les portes au public, à quelles conditions. Et à quelles conditions tu peux récupérer les adresses des gens pour les inviter à ton prochain vernissage ou à ta prochaine exposition, par exemple.
Donc, avec ces 5 éléments en place, tu as protégé ton œuvre, tu as mis un statut juridique qui fait en sorte que tu ne payes pas plus d'impôts ou de charges que tu le devrais, parce que c'est quand même important, puis que tu es protégé correctement socialement et fiscalement. Tu protèges le nom de ta marque et ça te permet d'interdire aux autres de l'utiliser si jamais tu vois que ça arrive. Tu as des conditions générales de vente qui correspondent à tes pratiques commerciales à toi et tu as des contrats que tu peux personnaliser avec les gens avec qui tu travailles, alors que ce soit des créatifs ou que ce soit des prestataires de services, des clients pour des conditions particulières ou des gens avec qui tu veux faire de l'affiliation si tu travailles sur Internet par exemple. Et puis enfin, avec tout ce qui concerne le RGPD, tu as un site qui est aux normes, aux dernières normes du 25 mai 2018, parce que si tu ne le fais pas, on le sait que la CNIL va prendre des sanctions un jour ou l'autre, et ça serait dommage que tu sois sur la liste de ces sanctionnés. Ok, super. Bah, merci pour toutes ces infos. Ça rend la chose, je pense, beaucoup plus claire pour tout le monde. Alors, on a une question de Lauriane qui nous demande comment protéger son droit d'auteur et droit à l'image. Alors, du coup, le droit d'auteur, t'en as parlé un petit peu avant, J'ai déjà. parlé du droit d'auteur tout à l'heure. Je veux bien te dire un mot sur le droit à l'image également, parce que c'est quelque chose qu'on confond souvent avec le droit d'auteur. De la même manière qu'on confond la protection des créations par les marques et par le droit d'auteur, le droit à l'image, il protège ma tête, mon visage. Donc ça, c'est quand tu mets ta photo sur un site internet. On ne peut pas la récupérer et la mettre sur un autre site internet comme ça à cause de ton droit à l'image principalement. Mais c'est aussi, par exemple, si toi, tu utilises des témoignages de tes clientes qui t'ont fait une vidéo, etc., savoir ce que tu peux en faire et donc encadrer le droit à l'image. Ou si toi, tu fais une vidéo pour quelqu'un, savoir ce qu'elle va pouvoir faire de cette vidéo, c'est aussi important. Et je peux pas te donner de réponse à chaque situation parce que ce serait vachement trop long. Et puis, du coup, on le sait, les honoraires qui s'accumulent. Mais par contre, moi, ce que je peux faire, c'est t'expliquer comment tout ça, ça marche pour que tu comprennes les principes de base et qu'ensuite, tu aies juste à les appliquer à ta situation chaque fois que tu la rencontres. Parce que une fois que tu as compris que le droit d'auteur, c'est pas la même chose que le droit à l'image, tu te poses plus du tout des questions de savoir comment je protège mon droit à l'image. Ok, super. Et tout à l'heure, du coup, on a un peu évoqué la RGPD et les données donc de nos clients. Parce que voilà, quand on a un business en ligne, on est amené à récolter des adresses email et d'autres informations concernant nos clients, nos acheteurs, etc. Et quelle est en fait la responsabilité du chef d'entreprise concernant les informations justement de ses clients en ligne? Alors, tu as une responsabilité par rapport aux informations de tes clients, mais aussi par rapport aux informations de tes prospects. À partir du moment où tu collectes des données, donc je ne sais pas, peut-être sur ton site internet, tu as un abonnement à une newsletter, tu offres un cadeau en échange d'une adresse email, un e-book ou une vidéo ou quelque chose comme ça. Donc là, tu vas collecter des données personnelles et à partir de ce moment-là, toi, tu as des obligations. Notamment de sécurité par rapport à ça. Ça, c'est tout ce que le RGPD a mis en place. Et si tu le fais pas, tu engages ta responsabilité civile, ça c'est certain. Et pour moi, c'est important de le faire parce que c'est notre protection à tous en tant que consommateurs. C'est-à-dire que si tout le monde se met à respecter les règles, bah, nous aussi, on est protégés. C'est un peu l'histoire de Pierre Rabhi et de faire la part du colibri. C'est-à-dire que nous, toi-même, en tant que personne physique, quand tu donnes ton adresse email, il y a une chose que moi je déteste, je ne sais pas si c'est ton cas, mais c'est derrière de recevoir une salve d'emails de gens qui n'ont rien à voir avec ma demande initiale, de me rendre compte que mon adresse mail a été vendue à droite à gauche. Ça, c'est hyper agaçant. Et le RGPD, il sert à encadrer ce genre de pratique-là. Et donc, s'y conformer, c'est aussi protéger tes droits en faisant en sorte que, voilà, si tout le monde s'y met, tes droits à toi, ils seront protégés aussi. Et donc, il y a des sanctions qui seront vraiment prises contre les gens qui ne respectent pas les règles. Donc, en termes de traitement des données personnelles, oui, tu as une responsabilité, mais je pense que c'est plus tu as une responsabilité légale, évidemment, mais c'est surtout une responsabilité collective de arrêtons de faire n'importe quoi du traitement de données en masse et respectons les données de nos clients parce qu'on aimerait bien qu'on fasse la même chose avec nos propres données. Tout à fait, exactement.
Super. Et oui, parce que c'est vrai qu'on se retrouve dans des situations où on est, nos données personnelles sont en fait se retrouvent avec une espèce de valeur marchande et c'est vendu et c'est, voilà, on se Mais ça retrouve a avec des une choses. valeur, Aurore, effectivement, Mm. on le dit très souvent, et c'est pour ça que la plupart d'entre nous, on a mis en place sur nos sites internet ces lead magnets ou ces cadeaux téléchargés en échange d'une adresse email. C'est qu'on sait bien que ça a une valeur, une liste email. Et puisque c'est la liste email de tes clients et de tes prospects, tu te dois de la protéger aussi. C'est un actif de ta société, comme ta marque. Et c'est quand on est entrepreneur, il faut raisonner dans ces termes-là. Ça paraît des termes d'économie ou de businessman, etc. Mais tu es une entreprise, tu es un professionnel. Donc le but, c'est quand même de faire prendre de la valeur à ton entreprise. Et ça marche parce que tu as une marque qui a un actif, tu as une liste de prospects qui a un actif. Et tous ces éléments-là, bah, il faut les protéger parce que si jamais on te les pique, bah, ton entreprise, elle perd sa valeur. Ouais. Ah ouais, c'est le fruit de ton travail. Exactement, c'est le Exactement. fruit de Mm. ton travail. Et puis tu mets quand même tellement de temps, d'énergie et tu as vraiment décidé de passer un message grâce à tout ça, ou en tout cas de partager tes talents. Et ce serait vraiment dommage de te faire déposséder de tout ça parce que c'est quand même une des choses probablement les plus précieuses que tu aies mis en place jusqu'à présent. Exactement. Et du coup, Marjorie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes offres? Comment est-ce qu'on travaille avec toi justement si on veut aller plus loin dans la protection de notre marque et de notre business en ligne? Ouais. Alors, moi, ce que j'ai mis en place aujourd'hui, c'est un accompagnement juridique. N'étant plus avocate, je ne fais plus de conseils individuels pour les raisons que je vous ai expliquées, et notamment parce que je suis persuadée que quand on veut être entrepreneur indépendant, il faut prendre les choses en main et gagner en autonomie et donc s'intéresser à des choses même si a priori ça nous paraît pas très funky et qu'on n'a pas forcément envie de s'y mettre parce que bah, ça va permettre de changer de position aussi. En 7 ans, je me suis rendu compte qu'en s'intéressant à ces choses-là, les entrepreneurs avec lesquels je travaille, ils changent de posture. Ils se sentent vraiment légitimes et professionnels. Et ça n'est possible que parce qu'ils ont pris les choses en main eux-mêmes. Si moi j'avais fait le travail à leur place, ça n'aurait rien changé à leur posture, parfois posture de l'imposteur ou posture de l'amateur qui bricole dans son coin. Donc c'est pour ça que moi, ce que j'ai mis en place, c'est un accompagnement juridique où je vous propose, je vous explique, j'ai fait le tri de tout ce qui est important à savoir, de tout ce qui est complètement superflu. J'ai organisé les choses pour qu'elles soient le plus compréhensibles possible, parce que la pédagogie, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Ça l'est dans le cadre de mes cours de yoga aussi. Donc du coup, j'essaye d'appliquer ces méthodes-là à la transmission du droit. Je l'ai fait pendant des années sur un blog consacré au droit d'auteur. Vraiment rendre les choses abordables pour des gens qui ne sont pas juristes, parce que je sais que tu n'es pas juriste et que tu ne cherches pas à le devenir. Donc mon but, c'est vraiment de te donner uniquement les éléments dont tu as besoin, mais tous les éléments dont tu as besoin. Toutes les informations sont réunies au même endroit. Elles sont réunies dans une formation en ligne qui s'appelle Zenpreneur. Zenpreneur, c'est à la fois un concept qui, effectivement, on l'a dit, bah, à être plus serein, plus zen dans son entreprise. Mais pour moi, un zenpreneur, c'est aussi quelqu'un qui appartient à cette génération à laquelle j'appartiens, à laquelle tu appartiens, de ces personnes qui ont décidé de réussir dans leur activité professionnelle, mais pas à n'importe quel prix, que cette activité, elle soit porteuse de sens pour eux, que ça soit un outil de développement personnel également, et que on travaille avec des gens qui partagent des valeurs, nos valeurs, et donc on cherche à établir des partenariats gagnant-gagnant. Donc dans le cadre de cette formation Zenpreneur, j'ai mis en place, je vous propose tous les éléments qui permettent d'atteindre ce but-là. Et donc on aborde la question du statut juridique, comment le choisir, comment on le met en place très concrètement. On aborde la question de la marque, vérifier sa disponibilité correctement, faire un dépôt sans faire d'erreur et donc ne pas dépenser 200 € pour rien. Savoir comment tirer un revenu de sa marque assez rapidement grâce à la licence de marque, mais ça implique d'avoir fait les choses correctement en amont. On parle également du droit d'auteur et du droit à l'image, donc comment protéger tes créations, comment travailler avec des créatifs pour bien se répartir la cession de droit d'auteur, comment gérer le droit à l'image et ne plus le confondre avec le droit d'auteur. On parle également des conditions générales de vente, donc comment rédiger tes CGV, et je te l'ai dit, ça peut se faire en moins d'1 heure. Comment rédiger un contrat pour travailler avec des partenaires.
On parle également de mentions légales et de RGPD, comment mettre à jour ton site, tes formulaires, etc. Ça se fait super rapidement aussi une fois qu'on a compris le principe. Et puis, on parle de facturation, de TVA et de gestion des impayés, parce que qu'est-ce que tu fais si tu as tout mis en place mais que tes clients ne te payent pas, Mm. et ben c'est important, même si c'est écrit dans tes CGV de ce qui va se passer, c'est important de savoir comment on passe à l'action pour aller récupérer cet argent aussi. Donc ça, c'est Z-Preneur. C'est une formation absolument complète sur tout ce que doit savoir un entrepreneur qui veut se lancer ou qui veut passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire d'arrêter de bricoler en tant qu'amateur le dimanche dans son garage, derrière son ordi, mais vraiment un professionnel à la tête d'une entreprise qui vend et dont il peut vivre. Génial, une formation super complète pour être zen avec son business et tous les aspects juridiques. C'est top, Exactement. c'est top. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question qui a été posée par Daisy? Vas-y, dis-moi. Alors, si l'on veut publier une photo comme la publicité avec une autre personne sur la photo, peut-on la publier sans demander l'autorisation de la personne sur la photo? Attends, je regarde la question. Si on veut publier une photo comme la publicité avec l'autre personne sur la photo, alors les filles, Alors, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le droit à l'image, si on utilise une photo en guise de publicité, est-ce qu'il faut demander l'autorisation de la personne qui est sur la ouais, photo d'accord, je pour comprends. utiliser Si cette image? on parle d'une photo, là j'imagine que tu parles d'une photo libre de droit que tu as récupérée sur une banque de données. Alors, Euh, ouais, je pense bah, que... en fait, ouais, il y a deux questions qu'il faut se poser. Et ça, ouais, c'est encore une fois, je ne veux pas répondre à des questions individuelles. Il faut comprendre les principes. Donc, je vais te donner les principes et on déduira la exactement. réponse. Voilà. Donc, quand tu as une photo qui représente quelqu'un, il y a deux questions qui se posent. Il y a qui est le titulaire des droits d'auteur sur cette photo, parce que si elle est assez originale et qu'elle répond aux critères du droit d'auteur, il y a le photographe a des droits d'auteur. Et ça, c'est pour ça que tu as des cessions de droits d'auteur. Parfois, tu achètes des photos sur des sites internet. Ça, c'est parce qu'il y a l'auteur qui a cédé ses droits au site internet qui lui permet de les vendre. Donc déjà, est-ce que tu as l'autorisation du photographe pour diffuser la photo? Et ensuite, s'il y a une personne qui est représentée sur cette photo, elle doit avoir donné son autorisation. Donc en général, le photographe qui met en vente ces photos-là pour la pub, il s'est assuré en amont d'avoir l'autorisation de la personne qui est représentée. Mais ça, pour le savoir, il faut avoir compris comment marchait le principe et s'assurer des sites avec lesquels tu travailles aussi. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé quand j'étais avocate d'avoir des litiges, des procès là-dessus, sur une photo qui a été utilisée pour une publicité. C'était pas l'image d'une personne, mais c'était l'image de quelque chose qui était protégé par le droit d'auteur, des fauteuils design par exemple, ou une œuvre architecturale, la Tour Eiffel éclairée de nuit par exemple, elle est protégée par le droit d'auteur. T'en fais pas ce que tu veux. Donc, ça m'est déjà arrivé d'avoir des problèmes là-dessus où les photographes ou les agences de photos qui revendent ces photos ne s'étaient pas assurés d'avoir les droits ou les Hmm. droits d'auteur ou les droits à l'image. Donc, il faut savoir avec qui tu travailles. Et pour savoir avec qui tu travailles et savoir si c'est des personnes sûres, il faut avoir compris quelle était la chaîne des droits, comment ça marche. C'est franchement pas si compliqué que ça en a l'air. Il faut juste comprendre les concepts les uns après les autres, prendre les choses calmement. Là, moi, j'ai pas beaucoup de temps pour vous expliquer beaucoup de choses. Donc voilà, il faut juste se poser et comprendre les principes les uns après les autres. Et après, ça coule de source. La réponse est très claire. Alors, Daisy nous précise qu'il s'agit d'une photo privée. Mais dans ces cas-là, ça revient à ce que tu disais. Il faut effectivement que la personne ait donné son accord. C'est la même chose que la photo soit Hmm. privée ou publique. Il y a la question de est-ce que c'est protégé par le droit d'auteur? Donc il faut l'autorisation du photographe. Et Ouais. si il y a une personne qui est représentée, est-ce que l'autorisation de cette personne pour son droit à l'image a été donnée? Si là tu fais une capture d'écran et que tu te sers de ça pour faire une publicité, alors il y aura peut-être pas de droit d'auteur parce que le cadre est pas très original, mais clairement il y a mon droit à l'image. Ça a été fait dans un cadre plutôt privé puisqu'on est sur un groupe. Pour autant, moi je suis pas du tout même d'accord pour que tu utilises ma photo pour faire ta Hmm. pub. Et Lauriane qui demandait quand et où on pouvait accéder à ta formation, quand et comment.
Alors, la formation, elle est accessible en ligne. J'ai mis en place une page de vente pour que vous puissiez bénéficier d'une offre spéciale. Ah, merci. Euh, ouais, ouais, pour votre groupe. Alors, attends, ce que je vais faire, c'est, bah, je vais le mettre dans le live, le lien. Ça te va? Oui, tu peux le mettre dans les commentaires. Ouais. Je le mets en commentaire. Zenpreneur, ça se passe ici. Euh, Tac. C'est une offre spéciale et donc les filles, elle ne sera dispo que jusqu'à vendredi. Ça vous laisse la semaine pour réfléchir. Et je dis les filles parce que je sais que la plupart du temps, c'est des filles qui m'écoutent. Mais s'il y a un homme dans la salle, monsieur, Ne vous voilà. vexez pas. Non, ne vous vexez pas. Bienvenue chez les Zenpreneurs. Je dis les filles parce que quand je parle de mon concept de zenpreneur et notamment de donner un sens à sa vie professionnelle, en ce moment, c'est un mouvement qui est plutôt suivi par les femmes que par les hommes. Mais j'ai très bon espoir que ça arrive rapidement chez les hommes aussi. Donc, s'il y a des hommes qui nous écoutent, messieurs, vous êtes des précurseurs, je vous félicite. Super, super. Bah, merci beaucoup. Merci pour toutes ces infos. Là, je pense qu'on a beaucoup de choses en tête, des choses à mettre en place, voilà, des choses qu'on n'a peut-être pas fait ou qu'on aimerait faire, ou maintenant du coup on sait comment les faire. Merci beaucoup vraiment pour tous ces conseils. Où est-ce qu'on peut accéder à tes contenus? Il y a ton site Alors, internet? alors oui, sur mon site internet allrights.pro. On va le remettre, je le remettrai un peu plus dans les commentaires aussi, sur lequel vous allez retrouver, bah voilà, mes contenus, mon blog sur le droit d'auteur, et puis tout ce qui est contenu dans Zenpreneur aussi, sans l'offre Super. spéciale. Ben, merci beaucoup d'avoir assisté à ce live. Merci à ceux qui regarderont le replay. Et merci à toi, Marjorie. Merci à toi, Aurore, de m'avoir accueilli. J'espère que j'ai pu vous aider avec ces premiers éléments de conseils qui vous permettent déjà d'y voir plus clair dans ce qu'il vous faut pour vendre sur Internet en toute légalité et en toute sérénité. Sans aucun doute. Merci. Salut. Au revoir.